19h tapante, l'heure de vous informer sur la première. Et dans l'actualité ce soir, plus que 2 mois avant la mise en place du prélèvement à la source, la direction des finances publiques multiplie les démarches auprès des entreprises qui sont au cœur de cette réforme. Seront-elles prêtes? Les chefs d'entreprise sont sceptiques. Les secousses qui agitent Mayotte depuis plusieurs mois seraient-elles liées à une activité volcanique? La communauté scientifique est mobilisée sur le sujet et selon les dernières données, cette thèse est de plus en plus plausible. Explication dans un instant. À Madagascar, Rajoelina et Ravalomanana au coude à coude au lendemain de l'élection. Chacun des 2 anciens présidents revendique la victoire. On retrouve dans un instant notre envoyé spécial Miss Baoudine Bakar. Enfin, nous terminerons ce journal par les sourires et l'émerveillement de ces enfants souffrant de déficience mentale. Nous les avons accompagnés lors d'une sortie au musée de Mayotte. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Plus besoin d'aller payer ses impôts à partir de janvier 2019. Les Mahorais renouent avec le prélèvement à la source. Une méthode de recouvrement qui ne fait visiblement pas que des heureux du côté des entreprises. À 2 mois de cette échéance, la plupart n'a toujours pas finalisé les démarches à effectuer. Hachim Saïd Hachim, Youssouf Ahmed Matoir et Daniel Abdou nous en disent plus. La retenue à la source arrive à grands pas. Les premiers prélèvements s'effectueront sur la paye du mois de janvier 2019. Alors qu'est-ce que cela va changer pour le contribuable mahorais? Aujourd'hui, on paye son impôt par rapport aux revenus de l'année précédente et on le paye en 3 fois dans l'année ou en 10 fois si on est mensualisé. À partir de janvier, on va payer son impôt sur le revenu mois par mois sur ce que l'on touche exactement. Et ça implique derrière qu'on ne paiera pas d'impôt sur l'année 2018 parce qu'on va payer directement des impôts sur les revenus 2019. C'est un cadeau que l'on fait. On fait le cadeau de l'impôt sur le revenu 2018. Et puis ça permet aussi d'éviter tous les aléas de la vie puisque l'impôt est prélevé sur ce que l'on touche réellement. Les employeurs auront la charge de ce recouvrement, mais à Mayotte, une forte crainte plane sur les petites entreprises. Au niveau des entreprises, de manière générale, il n'y a pas véritablement de problème. On craint plus pour les petites entreprises et les travailleurs indépendants, où eux, justement, ils n'ont pas forcément l'outillage, l'équipement dédié pour pouvoir parfaire les dispositifs. Mais je n'ai pas trop d'inquiétude par rapport aux entreprises, mais c'est surtout les travailleurs indépendants. C'est pour ça que la DGFiP de Mayotte accompagne, fait des communications, des réunions d'information pour justement essayer de les accompagner et de permettre le relais avec les experts comptables pour les accompagner dans ce dispositif. À moins de 2 mois de l'échéance, la crainte est confirmée par la présidente du MEDEF local. Je pense que très peu d'entreprises sont prêtes. Peut-être qu'il y a des groupes au niveau national qui ont peut-être pu prendre les devants, mais quand j'interroge les adhérents, très peu sont prêts. Et très peu ont pas encore peu ont fait les démarches. Parce que l'inquiétude, elle est plus sur les petites entreprises. Les petites entreprises auront forcément plus de mal que les grosses. Les entreprises qui ne sont pas du tout informatisées auront du mal aussi, c'est certain. La direction des finances publiques a rencontré les employeurs ce jour à la CCI de Mayotte. Une réunion tenue autour du dispositif de retenue à la source. D'autres réunions d'information auront lieu les 28 avec les associations et 29 novembre avec les RH de l'État. Et comme l'avait promis Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle, la taxe d'habitation est amenée à disparaître. Mais ne vous réjouissez pas trop vite, car la grande majorité des contribuables devra encore attendre jusqu'en 2022 avant d'être complètement exonéré de cette taxe. Le directeur des finances publiques de Mayotte nous en dit plus. Il est au micro d'Hachim Saïd Hachim et Daniel Abdou. Il y a 2 réformes législatives qui sont mises en œuvre pour la taxe d'habitation 2018. La première, c'est la diminution des valeurs locatives de 60%. La loi EROM de 2017 a mis en place un abattement de 60% sur les valeurs locatives à Mayotte. Et donc, la taxe d'habitation étant calculée à partir de la valeur locative, elle va diminuer d'une proportion équivalente sur l'année 2018. Donc, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle pour nos usagers.
Le deuxième changement, qui est aussi une bonne nouvelle au niveau des redevables de la taxe d'habitation, c'est que cette année est mise en place, mais là au niveau national, la réforme de la taxe d'habitation. Dès cette année, à partir du moment où on a un revenu inférieur à un certain seuil, je vais dire 27 000 € pour simplifier les choses, pour une part, après il y a un calcul subtil suivant le nombre de parts que l'on a. Si on gagne moins de 27 000 €, eh bien on va avoir un abattement de 30% supplémentaire sur la taxe d'habitation que l'on a à payer en 2018. L'an prochain, ce sera un abattement de 65% en 2019 et en 2020, ce sera un abattement de 100%, donc une suppression de la taxe d'habitation. On calcule au niveau national, en fonction de ces seuils de revenus, ça va être en 2020 80% des usagers qui n'auront plus de taxe d'habitation à payer. Une interview signée Youssouf Ahmed Matoar. Après des mois de blocage, l'Interco du Sud a finalement trouvé son rythme de croisière. Ce mercredi à Bandrélé, la communauté composée de 4 communes a lancé les premières assises du développement économique et solidaire du sud de Mayotte. De nombreuses entreprises ont fait le déplacement pour tenter de trouver une réponse à leurs difficultés. Kalatoumi Abdiladi et Géraldine Lui ont rencontré l'un de ces entrepreneurs. Regardez. Il n'en est pas peu fier de son restaurant, Ahmed. Pourtant, depuis son ouverture, il y a 2 ans de cela, il a dû affronter bien de soucis financiers comme fonciers, les deux allant de pair. Au niveau financier, comme on n'a pas de titre de propriété, ben on peut accéder à aucune aide de l'État. Tous les aides de l'État demandent un titre foncier. C'est la clé de toutes les aides à Mayotte. Son snack, situé ici au bord de la nationale à Bandrélé, est sur une parcelle appartenant à l'État. Que faire pour changer les choses? Il est allé aux assises de l'Interco du Sud pour tenter de trouver une solution. De suite, je n'ai pas de réponse concrète, mais j'espère que à la suite, on pourra avoir des réponses. Ils sont nombreux, les entrepreneurs du Sud, à avoir fait le déplacement, mais la rencontre de ce jour n'est pas pour apporter des réponses. Nous avons fait appel à la société civile, aux entrepreneurs, aux porteurs de projets, pour qu'ils expriment leurs besoins en matière foncière, en matière des locaux, de manière à ce qu'on puisse bâtir ensemble ces zones. Donc, on avait besoin de leurs besoins pour construire en fonction de ces besoins qui seront exprimés aujourd'hui. L'Interco du Sud présente ses projets nombreux qui se repartissent dans toutes les communes. Ici à Nyambadao, un hall de pêche devrait voir le jour dans les mois à venir. Il va y avoir un aménagement d'un ponton qui va se situer dans cette zone-là, qui permettrait aux pêcheurs de déposer leurs produits et faciliter aussi leur travail au quotidien. Cet équipement, le ponton et tout ce qui sera autour, le parking, la coopérative, permettrait aux touristes qui viennent d'accéder plus facilement à la mer. Pour tous ces projets, le financement assuré par l'établissement public du foncier s'élève à 20 millions d'euros. Il y a déjà eu pour 650 000 € d'études. 4,7 millions d'euros pour rénover les écoles et la mosquée de Tingoni. Cette aide de l'AFD est une vraie bouffée d'oxygène pour la commune qui avait déjà engagé des travaux de réhabilitation. Ce mercredi, un accord de préfinancement a été signé avec les deux parties. Avec ce préfinancement, la mairie tient à rassurer les entreprises. Elles seront bien payées. Des images signées Assadi Razafitsehno. Et je le disais, cette aide va permettre de remettre aux normes plusieurs écoles, en particulier celles qui n'ont pas encore de lieu pour la restauration des élèves. Les bâtiments les plus récents seront même dotés de vraies cantines scolaires. Gervais Nithieu, Assadi Razafitsehno. Sur le chantier, les ouvriers s'activent. Le temps presse. Les bâtiments doivent être livrés au plus tard fin décembre. C'est ici que les 167 élèves de cette école primaire de Mwale vont poursuivre leur scolarité à partir de janvier.
Leurs anciens locaux, exigus et vétustes, vont être réhabilités. La mairie de Tingoni prévoit d'en faire un espace de restauration pour le groupe scolaire T13. On espère que la mise en service se fera à la rentrée de septembre 2019 parce qu'on est en phase de préparation pour consulter les entreprises. Donc il y a deux éléments qui manquent. Normalement, si on arrive à consulter les entreprises au mois de novembre, on pourrait, après la saison, premier trimestre 2019, entamer les travaux. À l'école maternelle de Tingoni, la restauration scolaire existe déjà depuis plusieurs années. Ce mercredi, pas de distribution de repas, les élèves n'ayant pas cours l'après-midi. Mais en temps normal, 4 jours par semaine, les plats cuisinés à Iloni, à 17 km environ d'ici, arrivent dans ce local. Après vérification de leur température, ils sont réchauffés et servis le midi aux élèves. C'est vraiment bien pour les enfants parce qu'ils ont un endroit où s'asseoir, où ils puissent manger tranquillement, au lieu qu'on les met dans des petits réfectoires dehors avec leurs petits goûters. Là, non, là, ils sont assis, ils mangent tranquillement, ils prennent leur temps pour manger et ils digèrent après le repas, ils digèrent bien. Et vous pensez que ça leur permet d'être un peu plus concentrés en classe ? Manger, je pense que toujours si on mange, on est plus concentré dans la classe. Mais leur permettre, je pense que oui, parce que l'éducation, avec le ventre vide, c'est pas vraiment ça. Située dans le centre-ouest de Mayotte, la commune de Tingoni est constituée de 4 villages. Ici, la plupart des écoles disposent d'un réfectoire. Cela représente un gros investissement pour la municipalité. Ça a un coût par rapport à la gestion et l'entretien de ces bâtiments, et notamment sur le principe de rythme scolaire aussi. Ça veut dire que les parents, à un moment donné, seront appelés à faire des efforts financiers. Bien sûr, bien sûr. Sans dire que nous allons quand même, puisqu'il y a déjà une participation sur le repas et la collation, mais peut-être ça serait autre chose aussi. L'année dernière à Mayotte, lors du vif débat sur les rythmes scolaires, la question de la restauration dans les écoles a été un point de crispation. Les réfectoires ne sont qu'une étape. À terme, la commune de Tingoni souhaite développer les cantines scolaires, une ambition qui demande plus de moyens financiers. Restons dans le centre avec le statu quo qui demeure au lycée agricole de Konkoni. Ce matin, lors d'une assemblée générale, les agents en quasi-unanimité ont voté pour le maintien du droit de retrait tant qu'ils n'auront pas de garantie sur la sécurisation de l'établissement. Du côté de la direction de la DAF, on ne comprend pas le maintien du mouvement. En effet, cette autorité de tutelle leur a annoncé le déblocage de 300 000 € pour la sécurité. Kalatoumi Abdiladi, Daniel Abdou. Yazid Mohamed s'adresse une fois de plus à ses collègues. 4e assemblée générale depuis l'agression de 2 agents sur le site de Valaran. Toujours la même décision à l'issue des discussions, le mouvement se poursuit. Ce qui bloque, c'est le moyen financier. Parce que notre direction, la DAF et le SFD, nous proposent des moyens pour la sécurisation active, cela veut dire des gardiens. Mais nous, on veut aussi une sécurisation passive, ça veut dire toute la partie grillage, mais ce n'est pas du grillage qu'on veut. On veut la même chose que ce qui se fait à l'éducation nationale, puisque si on a la sécurisation passive, ça permet déjà de limiter les intrusions. Pourtant, du côté de la direction de la DAF, on assure que les moyens financiers sont bien là. Bertrand Vibrecht appelle à la levée du mouvement. On a donné des garanties financières pour avoir une enveloppe d'investissement d'urgence qui permet d'équiper les personnels en talkie-walkie, en choses qui renforcent la sécurité. 300 000 € ont été débloqués, nous dit-on, pour la sécurité des agents et des élèves, soit autant que le budget de l'établissement. Parmi les chantiers prévus en 2019, on annonce donc l'achèvement de la construction du mur en dur, mais aussi le renforcement des agents de sécurité, ainsi que la mise en place de l'éclairage et de la vidéosurveillance. Mayotte a bien bougé, d'environ 50 mm vers l'est et 25 mm vers le sud. Un déplacement qui serait lié à l'essaim de séisme qui touche l'île depuis plusieurs mois.
De nouveaux éléments qui vont dans le sens de la thèse de secousse d'origine volcanique, longtemps rejetée par les spécialistes. Cette théorie semble de plus en plus plausible. Alors pourquoi? Kalatoumi Abdiladi et Youssouf Ahmed Matoire nous en disent un peu plus. Frédéric Tronel regarde les données sur le secousse de mercredi, 4,8 sur l'échelle de Richter, comme au moment le plus fort des essaims entre mai et juin dernier. Pourtant, nous sommes bien sur une période d'accalmie, un calme relatif puisque le secousse continue et notre île s'est déplacée de 5 cm vers l'est, selon le volcanologue, quand, en temps normal, l'île se déplace de 2 cm par an. Les volcanologues donc, ont fait des modélisations et ont émis l'hypothèse d'une possibilité d'activité volcanique qui aurait généré ce déplacement. Un centimètre ou moins d'un centimètre par mois, ça reste un déplacement qui est significatif, mais qui n'est pas énorme. Il y a eu des secteurs, a priori, notamment en Italie, à Naples, où on a constaté des mètres, 1 mètre. Un déplacement à relativiser donc, mais qui donne les premiers éléments d'explication. On va dire qu'au mois de mai, on a eu une grosse activité sismique qui était peut-être liée justement à des remontées de fluides, donc qui a généré de l'ouverture de fractures, des frictions, et à partir d'un certain moment, le fluide s'écoule, on va dire, normalement, de façon fluide, et on a moins de séismes. Ces tremblements de terre ont eu le mérite de révéler l'absence de données sismiques sur notre île. Depuis, le BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière, a alerté la communauté scientifique et beaucoup de recherches sont annoncées dans les mois à venir. Aujourd'hui, il est prévu de mettre 3 sismomètres supplémentaires sur Mayotte. Déployer un sismomètre sur les Glorieuses, l'île des Glorieuses, ça nous manque énormément parce que ça nous permettra d'encadrer la zone épicentrale. Et on va également mettre en place 6 sismomètres marins. Ces sismomètres seront mis en place, ils vont couler au fond. On va les laisser quelques mois pour acquérir de la donnée. Ces données permettront quand même d'avoir des signaux de très bonne qualité qui permettront d'identifier certainement les mécanismes au droit de la zone. En 2020, une mission marine avec un navire hauturier devrait venir étudier toute la géologie et la structure de la région pour apporter une meilleure connaissance de la croûte océanique. Et pendant que Mayotte se rapproche de Madagascar, sur la grande île, les partisans d'André Rajoelina et Marc Ravalomanana retiennent leur souffle. Après le premier tour de l'élection présidentielle, les deux frères ennemis sont au coude à coude. Des résultats très partiels publiés ce jeudi. Misbahoudine Vaka, Farouseni. Circulation en accordéon, klaxon en moindre obstacle, la capitale malgache a retrouvé sa vitesse de croisière au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle. Les estimations placent un duo, 2 anciens présidents en tête, même si chacun revendique la victoire dès ce premier round, qu'à cela ne tienne, leurs partisans, eux, ne sont plus à convaincre. Je préfère Ravalomanana, parce qu'il est mature, plus d'expérience. Il a passé le haut et les bas, donc il va rectifier son parcours. Je suis pour le candidat numéro 13, c'est André Rajoelina. Je pense qu'il a gagné. J'ai déjà trouvé ce qu'il faisait à Madagascar avant, même dans le train en transition. Moi j'aime bien lui. Vous avez de l'espoir qu'il va gagner? Oui. Il est sérieux. Et il y a ceux pour qui, quel que soit le chef de l'État, il est plus qu'urgent de redresser ce pays, l'un des plus pauvres au monde. J'attends qu'il reprenne ce qui a été coupé il y a 9 ans passés. Par exemple, comme l'induction d'eau potable dans les milieux ruraux, les écoles, les hôpitaux et tout. Qu'il change tout, la vie, la pauvreté à Madagascar. Pas une question d'argent, faire richissime et tout ça, mais c'est surtout donc la valeur de l'homme. C'est l'homme qu'il faut s'occuper.
C'est pas les bâtiments, c'est pas ça, mais l'homme. Donc, c'est-à-dire les sociales. C'est vrai qu'on a besoin des routes, des infrastructures. C'est vrai, on a besoin de ça. Les résultats définitifs sont attendus au plus tard le 26 novembre. Le mandat de Heri Rajaonariman-Pinana a été marqué par le retour de l'aide internationale et un redressement des indicateurs macroéconomiques. L'extrême pauvreté continue cependant de toucher plus de 75% des Malgaches. Ces 5 dernières années ont également vu une montée de l'insécurité et de la corruption. Miss Baudine Bakar, que l'on retrouve en direct de la capitale malgache. Bonsoir Miss Baudine. Alors dites-nous ce soir, est-ce que la tendance est la même? Bonsoir Alda, on peut dire que Madagascar est divisé en deux. Maintenant, il y a 2 camps. Celui de Marc Ravalomanan et Andry Rajoelina. Ces 2 candidats se livrent une bataille médiatique, une stratégie de communication bien rodée. Chacun possède sa propre chaîne de télévision. Vous imaginez bien les interviews, les estimations, les témoignages passent en boucle en faveur, bien sûr, du candidat patron de la chaîne. Alors, le fait que Marc Ravalomanan revendique en premier la victoire dès le premier round, cela fait ressurgir de mauvais souvenirs aux Malgaches, puisque, souvenez-vous, en 2002, Marc Ravalomanan avait fait le même coup. Il s'était autoproclamé vainqueur face à Didier Ratsirak. Cela s'était soldé par une guerre civile qui avait fait des dizaines de morts. Alors, ce risque est bien présent, d'autant plus que ces 2 candidats, chacun injecté d'énormes moyens financiers dans la campagne. Alors, ils ne vont pas accepter facilement les résultats, surtout s'ils sont très serrés. Alors, d'où la présence, un calme relatif, d'où la présence des forces de l'ordre un peu partout, comme vous pouvez le constater derrière moi. Alors, concernant la participation, au fil des estimations, elle reste toujours faible. Jusqu'à présent, elle est estimée à moins de 50%, Alda. Merci Miss Bao pour ces précisions. Un direct réalisé avec Fahar Housseni. Et on termine ce journal avec cet instant de bonheur offert à une vingtaine d'enfants en situation de handicap. Une visite au musée de Mayotte qui a permis à certains d'entre eux de venir pour la première fois à Mamoudzou et en petite terre. Mais la grande découverte du jour a été la barge et le musée en lui-même. Un moment de joie que nous font partager Hachim Saïd Hachim et Assad Razafi Seyno. C'est un petit bout de leur île qu'ils découvrent aujourd'hui. Ils sont en situation de handicap, âgés entre 12 et 16 ans. Grâce au dispositif innovant d'accueil temporaire, certains de ces jeunes sont en sortie pédagogique et prennent la barge pour la première fois. Pour eux, c'était un moment très particulier et partagé avec les familles. Il y a une des familles qui me disait dans la barge qu'elle était vraiment contente et heureuse de partager ce moment-là avec son enfant. Pour une fois que si elle sort avec son enfant, personne ne va le dévisager comme ça. Ah, mais son enfant est handicapé. Alors que là, il est avec un ensemble d'enfants et d'autres familles. Ils ont partagé un moment pendant le trajet de la Grande Terre vers la Petite Terre. Des jeunes handicapés sortis de leur environnement quotidien, confrontés à la réalité de la société qui les abrite. Cette première sortie, elle était très difficile. Dans un sens déjà d'organisation, où il a fallu attendre déjà premier bus, deuxième bus, et arriver à l'arrivée à la barge. Lorsqu'on a voulu prendre la barge, dont STM nous a bien précisé qu'on devrait monter les tout premiers, les enfants d'abord, mais ce n'était pas le cas. En réalité, ce n'était pas le cas. Dès qu'on la barge est arrivée, on a ouvert le portail, et bien on a vu la population qui s'est, je pense que même dans vos images, ça se verra, ils ne font même pas attention à ces enfants-là. Ils n'ont pas remarqué qu'on avait des enfants en situation de handicap. Déjà là, c'était très difficile. Des problèmes de société vite surmontés une fois arrivés au musée de Mayotte. J'ai pris la barge. C'était comment le voyage? Magnifique. Tu as vu quoi sur la barge? La mer, des gens, les bateaux, et c'était beau. On est venu au musée, c'est la première fois qu'on vient et ça fait plaisir en tant que les parents et voilà, c'est bien. Les enfants voient un musée et ça leur fait plaisir, je vois. À Mayotte, beaucoup d'enfants en situation de handicap sont enfermés et n'ont pas cette possibilité de sortie pédagogique. Aujourd'hui, pour aller au-delà du cadre de vie de ces jeunes, d'autres sorties seront programmées d'ici la fin de l'année.
Voilà, c'est la fin de cette édition dont je vous rappelle le titre principal. Plus que 2 mois avant la mise en place du prélèvement à la source, la Direction des finances publiques multiplie les démarches auprès des entreprises qui sont au cœur de cette réforme. Une méthode de recouvrement qui ne fait visiblement pas que des heureux du côté de ces entreprises. Une grande partie d'entre eux n'a toujours pas fait les démarches nécessaires pour effectuer ce prélèvement. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, votre journal en maoré avec Darwesh Daou. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain soir, même heure, même lieu.